15h07, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM TV. Cela fait plus de 3 mois que la guerre a commencé en Ukraine. Les combats font rage actuellement dans l'est du pays avec un déluge de feu sur le Donbass. La Russie a confirmé la conquête de la localité clé de Liman, alors que la ville de Lysychansk, à l'est également, fait face à l'avancée russe. Alexia Prunier. Cette habitante de Severodonetsk a fui les bombes. Avec sa famille, elle a été évacuée à 10 km de là, à Lysychansk. Un soulagement de courte durée. Car le dernier bastion des forces ukrainiennes tient bon, mais pour combien de temps encore? Tout autour, les combats font rage. Les habitants assistent impuissants à la chute de la ville voisine. Tous savent qu'ils sont les prochains sur la route des troupes russes. Je ne sais pas ce qu'on va faire maintenant. On ne peut pas retourner à Severodonetsk et c'est trop dangereux de rester ici. Face à cette menace imminente, les policiers évacuent les civils vers des lieux plus sûrs, comme ce couple de 80 ans. Katarina et son mari n'ont pas le choix. Ils rassemblent le peu qu'il leur reste. Je ne souhaite à personne de vivre ça. C'est terrifiant. Mon Dieu, c'est tellement terrifiant. Il y a une guerre. Mes parents ont vécu sous occupation, mais ils laissaient les gens tranquilles, pas comme nous. Des dizaines de milliers d'habitants se sont eux déjà retranchés dans les sous-sols de leurs immeubles depuis des semaines. Ils n'ont pas d'électricité, presque plus de nourriture et manquent de tout. Mon père a fait une attaque et on n'a aucun soin. Il n'est pas le seul ici à avoir besoin de médicaments. Dans la cour de l'immeuble, la solidarité s'organise. Tous les jours, tous se retrouvent ici pour partager de la nourriture et se soutenir dans cette attente interminable. Les troupes russes avancent inexorablement dans le Donbass. Dernière prise en date, Liman, donc non loin de Sloviansk. Liman, c'est cette toute petite localité de 20 000 habitants seulement, mais une prise stratégique pour l'armée russe. C'est ce que l'on voit avec vous tout de suite pour en parler. Clémence Dibou, c'est une petite ville, mais stratégique, je le disais, pourquoi exactement ? Oui, Liman, ville de 20 000 habitants, ville moyenne donc, mais effectivement, c'est une prise stratégique capitale pour l'armée russe. Pourquoi ? Plusieurs raisons à cela. D'abord, ça permet de se rapprocher de Sloviansk. Liman, c'est ici, se rapprocher de Sloviansk et surtout de la grande ville de Kramatorsk qui se trouve désormais à 40 km des positions russes. Et puis, c'est aussi un important nœud ferroviaire régionale et ça permet la prise de cette ville de pouvoir pour les forces russes couper les lignes de ravitaillement entre les deux grandes villes du Donbass encore ukrainiennes, Kramatorsk et surtout Severodonetsk que vous voyez ici. Quelle est la situation justement, Clémence, à Severodonetsk ? À Severodonetsk, il faut d'abord savoir que c'est l'un des derniers bastions des forces ukrainiennes dans la province de Louhansk et elle est effectivement en voie d'encerclement. Les combats font rage et la situation sur place reste confuse. L'armée russe, d'un côté, dit être entrée dans la ville. Le gouverneur de la région de Louhansk, lui, parle de soldats russes aux périphéries, dans les faubourgs de la ville. Il précise que pour l'instant, la ville n'est pas complètement encerclée, qu'un accès humanitaire au moins reste possible selon lui. Mais on voit bien qu'avec cette avancée russe, il y a un risque d'avoir une dernière poche dans la région de Louhansk complètement isolée et qui pourrait tomber. Conséquence, les troupes ukrainiennes doivent envisager un repli stratégique de la zone pour ne pas se trouver prises au piège. Et on l'a vu avec ces images de chars ukrainiens qui quittent la zone. Merci beaucoup pour ces précisions, Clémence Dibou. C'est la dernière information qui nous est parvenue cet après-midi. Emmanuel Macron s'est entretenu ce samedi avec Vladimir Poutine ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz depuis le fort de Brégançon où se trouve le président français. L'Élysée a confirmé cet appel Macron, Scholz, Poutine. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que se sont dit ces trois hommes, mais pour l'instant, on a ces éléments donnés par le Kremlin. Voilà ce qu'aurait dit notamment Vladimir Poutine. La Russie est prête à aider à une exportation sans entrave des céréales de l'Ukraine. Voilà pour la situation, pour le moment, ce que l'on en sait. Le président russe qui a mis l'accent sur le caractère également dangereux de continuer à inonder
l'Ukraine avec des armes occidentales. Pour donc cet échange, voici les premières informations dont nous avons vent pour le moment. Sébastien Boussois est avec nous. Bonjour, vous êtes docteur en sciences politiques et enseignant en relations internationales. Ces déclarations du président russe, notamment au chapitre du caractère dangereux de continuer à inonder l'Ukraine avec des armes occidentales, comment prendre cette menace, cette nouvelle menace russe adressée cette fois-ci au président français et au chancelier allemand? Bon, vous voyez que depuis des semaines, Vladimir Poutine enchaîne les déclarations d'intention et en même temps les actions. Ce n'est pas la première fois qu'il menace globalement l'Europe ou les Occidentaux ou l'OTAN, et ce n'est certainement pas la dernière fois qu'il menacera la France ou tous les pays qui effectivement continueront à financer l'approvisionnement d'armes qui lui donnent évidemment du fil à retordre. Est-ce que la question aurait été à un moment ou un autre de figer la situation et de stopper cette livraison d'armes? On voit bien que ce n'est pas le choix de l'Europe, et effectivement la résistance ukrainienne a permis de repousser grâce à ces armes une grande partie des forces russes qui aujourd'hui effectivement se concentrent sur le Donbass et je dirais presque se vengent et font tout pour avoir au moins ce morceau de territoire qui est globalement plus faible en troupes ukrainiennes traditionnelles, je dirais. Sébastien Boussois, combien de temps le Donbass peut-il encore résister à l'armée russe? Vous voyez, quand on regarde les dernières cartes, vous voyez que se dessine progressivement presque une forme de frontière provisoire, évidemment, qui a bougé et qui peut-être pourrait être à terme une nouvelle frontière qui diviserait évidemment l'Ukraine. J'ai comme le sentiment que d'un côté, le président Zelensky a tout fait pour sécuriser ou protéger finalement ce qu'il pouvait parvenir à protéger, c'est-à-dire le cœur même et l'essentiel même de l'Ukraine, à commencer par Kiev, et que le Donbass était une partie déjà beaucoup plus difficile depuis la proclamation des deux républiques indépendantes. On voit que là, il y a vraiment de la part des Russes une technique du salami et vraiment de grignotage petit à petit des micro-villes, puis des petites villes, puis des nœuds ferroviaires et routiers pour diviser et empêcher l'approvisionnement d'armes et la résistance. Et ce n'est probablement plus qu'une question de semaines maximum, à mon avis, pour que effectivement Poutine puisse au moins figer une situation qui s'était ralentie et qui s'accélère depuis quelques jours, et peut-être à un moment ou un autre avoir quelque chose à négocier, parce qu'il faut quand même reconnaître que sur les 3 mois, il n'avait pas réussi à s'emparer de grand-chose. On le disait, la chute de Liman ouvre donc la route vers des grandes villes comme Sloviansk ou encore Kramatorsk. Ce sont des grandes pertes pour l'Ukraine? Oui, ce sont des villes évidemment stratégiques sur cet est ukrainien. Je dirais que l'essentiel est probablement de la part de Zelensky et de la part de l'exécutif ukrainien, au moins de montrer que les poches qui avaient été agressées, les grandes villes, Lviv avait reçu des bombardements, Kiev avait été menacé, ont été libérées. Et c'est très important d'ailleurs de montrer, et c'est ce qu'on voit dans un certain nombre de reportages qui circulent évidemment, c'est que la vie a repris. La vie en réalité a repris dans les 3/4 de l'Ukraine, et comme si finalement on avait donné, si je puis dire, ce territoire plus difficile à garder aux troupes russes pour qu'elles s'acharnent dessus et pour finalement détourner un peu l'attention de Poutine qui s'acharne sur ce morceau de territoire, je dirais presque comme un chien sur son os et qui n'est effectivement pas prêt à le lâcher, mais qui relâche du coup la bride sur le reste du territoire ukrainien. Vous restez avec nous, Sébastien Boussois. On va prendre la direction de Moscou tout de suite pour rejoindre notre correspondant Jean-Didier Revoin, parce que certains partenaires de la Russie se montrent aussi de plus en plus oppressants. Jean-Didier, les Tchétchènes et les Biélorusses notamment, qui soutiennent de plus en plus leur allié russe. Écoutez, pour Ramzan Kadyrov, c'est pas un soutien qui s'accroît. Hein. Il a toujours été, comment dire, très fidèle à Vladimir Poutine. Il est connu pour ses propositions assez choquantes, qui relèvent souvent parfois de la boutade ou presque. Et ses derniers propos concernant la Pologne, hein, où il disait aux Polonais de garder, de reprendre leurs armes, et bien, et tout en s'interrogeant sur le sort de la Pologne, car il considère que le sort de l'Ukraine est réglé, est une nouvelle provocation venant du chef de la République de Tchétchénie. Et puis, ce qui concerne Alexandre Loukachenko, hein, il est, lui, le paria de la société internationale. On parlait de lui comme le dernier dictateur en Europe. La Biélorussie est sanctionnée de toutes parts et son seul partenaire est la Russie. Il est donc normal qu'en tant que pays limitrophe de l'Ukraine, il donne un coup de main à son allié russe en massant des troupes au sud de la Biélorussie, à la frontière avec l'Ukraine.
Merci Jean-Didier Revoix, un correspondant BFM TV à Moscou, pour ces explications. Sébastien Boussois, dans une dépêche, l'agence France Presse explique par ailleurs que la Russie continue de montrer sa puissance avec ce qu'elle appelle son missile Zircon. C'est un missile hypersonique tiré vers une cible de la mer Blanche. De quoi s'agit-il exactement ? Écoutez, ce sont effectivement des missiles à déflagration extrêmement importante et qui font partie de ce nouvel arsenal pour impressionner à la fois les Ukrainiens qui ne disposent pas de ces militaires et qui sont des héritages au-delà de l'URSS de missiles qui avaient été expérimentés et qui défilent. Alors on a les gros missiles porteurs d'armes nucléaires et on a ces nouveaux missiles hypersoniques à longue portée et qui touchent de manière extrêmement rapide et avec des déflagrations extrêmement fortes et qui, je dirais, renvoie à nouveau de nouvelles armes à l'intérieur. C'est vraiment un missile qui aujourd'hui est extrêmement important et dont Vladimir Poutine se fait aujourd'hui à la fois le porte-parole et le porte-étendard. Est-ce que les Ukrainiens ont les moyens de faire face à ce genre de missile ou pas ? Alors on a plusieurs étapes et depuis plusieurs semaines différentes doctrines ou en tout cas volontés de la part de ceux qui fournissent et de ceux qui financent les armes directement auprès des Ukrainiens. On avait évidemment des armes défensives, on avait des armes offensives. Je crois qu'il est aujourd'hui à ce stade-là un peu compliqué de savoir l'état même des forces et des livraisons qui entre ceux dont on a donné un accord, ceux qui sont en cours de livraison. Je crois que de toute façon il sera important et c'est probablement pour ça, évidemment, que Zelensky continue à faire cet appel permanent à la fourniture d'armes. Ce n'est pas non plus uniquement le nombre et la quantité d'armes qui doivent être approvisionnées. C'est évidemment à chaque fois la réactivité aux différentes armes et au degré d'utilisation des armes russes et de la résistance et de la capacité, évidemment, à résister des Ukrainiens. Les Européens ont évidemment tout à fait l'arsenal et un certain nombre d'arsenaux pour pouvoir résister, pour pouvoir fournir les Ukrainiens afin qu'ils résistent. Il y a évidemment déjà énormément d'argent qui a été débloqué, d'armes et d'équipements qui ont été envoyés. Et il faudra voir évidemment dans les semaines à suivre si l'Europe continue cette surenchère, parce que c'est aussi évidemment une surenchère sans savoir combien de temps ça va durer. Je pense que ça posera aussi évidemment à un moment des questions au sein même de l'Union et au sein même de l'OTAN, de savoir jusqu'où on peut aller et combien de temps on peut aussi tenir. Merci Sébastien Boussois. On se retrouve dans le journal de 15h30, évidemment, pour continuer de parler de cette offensive russe en Ukraine et surtout de cet appel entre Vladimir Poutine, Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Nous en parlerons dans quelques instants. Avant cela, tout de suite, le trafic info. Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Voici les prévisions de circulation pour ce week-end de l'Ascension. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est vert dans le sens des départs et des retours. Demain, attention, ce sera noir dans le sens des retours. Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cet appel qui a eu lieu aujourd'hui entre Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Olaf Scholz, le chancelier allemand, le président français et le chancelier allemand qui ont de nouveau insisté auprès de Vladimir Poutine sur le fait que toute solution à la guerre devait être négociée entre Moscou et Kiev dans le respect de la souveraineté et de l'intégralité territoriale de l'Ukraine. On va évidemment revenir sur cet appel de décryptage. L'analyse dans un instant avec tous nos invités. À tout de suite.